Mais moi, j'ai pas eu le choix avec M. Cusano quand je vais travailler là, à Montréal, parce que c'est des Italiens. OK. 15 ans plus tard, on parle un peu italien. OK. On s'est fait jamais vu. Je pense pas. Moi, au départ, je prends le nom des visage. Moi, je vais rencontrer un soir au centre d'achat, tu dis bonjour, mais ça va. Je me dis, sauter bien dur. Je suis tellement énervée. À un moment donné, j'ai vu, je crois que ça fait comme ça, c'est pire de restaurant, tu as le nom des visages. Mais j'espère, le monde, je dis toujours au monde, si moi, à un moment donné, fait ça. Assez qu'une fois, je m'en vais au centre d'achat, j'étais avec mon mari, puis on rencontre une femme, elle dit bonjour, ça va bien, je dis oui, et aussi. En attente d'une greffe d'organes, d'un don de vie. Le don d'organes est un sujet complexe qui suscite de nombreuses réflexions personnelles et collectives. Désireuse de suivre le jeune Kristopher dans sa croisade, l'Assemblée nationale a organisé ce petit déjeuner qui sera suivi d'une conférence de presse afin de sensibiliser la population du Québec au problème. Vous avez l'occasion tantôt d'entendre plusieurs témoignages, dont celui de mon collègue député Biliary Atresia, qui est vice-président de l'Assemblée nationale. On sait que le taux de succès de transplantation d'organes vitaux ne cesse de croître. La transplantation a dépassé le stade expérimental et est devenue pratique courante aujourd'hui. Malgré tout, la pénurie d'organes est un problème majeur, alors que le nombre de personnes en attente d'une greffe augmente de façon continue. C'est que le manque de donneurs volontaires se fait cruellement sentir. Selon Québec transplant, dont je salue la responsable à Québec est avec nous aujourd'hui, 49 personnes sont décédées en attente d'une transplantation au Québec en 2003, alors que 860 patients étaient en attente d'un organe. Toujours en 2003, il y a eu 142 donneurs seulement, pour un total de 488 personnes ayant finalement reçu une transplantation. Encore aujourd'hui, plus de 900 personnes à travers la province seraient en attente de recevoir un organe. Donner ses organes ou ses tissus à son décès est un geste généreux qui permet de sauver des vies et de redonner la santé à plusieurs personnes. Votre décision peut faire la différence. Merci beaucoup de votre attention et je cède la parole à la vice-président, M. Biliary Atresia, député de Vieux. Merci, Monsieur le Président. Christopher, I have nothing but admiration for what you are doing. You were telling me that you have walked over 2,900 kilometers. That is a lot of walking. And I envy you because your legs can support you very well. I often joke about the fact that when I was transplanted, when my heart was changed, it was the equivalent of changing a motor in a car. But they forgot to do something about the shock absorber on my leg. So I thank you for what you are doing in terms of making the Canadian population aware of the extreme need of organs that should be donated. Au fil des ans, la question des dons d'organes, au début, et je suis sûr que Dr. Roy pourra vous en parler de façon plus scientifique que moi, au début, c'est sûr qu'on pensait qu'on avait besoin d'un cœur jeune, d'un organe jeune. Je crois qu'aujourd'hui, si le cœur ou l'organe est en bonne santé, l'âge n'est presque pas relatif. Alors, c'est pas juste une question que ce soit les jeunes, tout le monde peut être un donneur. Et vous savez, j'étais un professeur de mathématiques avant d'arriver en politique et je suggère à tous d'aller chercher un billet de loterie ce soir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'être en présence de deux transplantés cardiaques en même temps, c'est même moins de chances que de rencontrer dans une salle des gagnants d'1 million de dollars ici au Québec. Alors les probabilités sont plus fortes lorsque vous êtes dans l'Assemblée d'être en présence de quelqu'un. Alors, je suggère à tout le monde de faire ça. Moi, je peux vous dire
les gens, au fil des ans, vous savez, j'ai été impliqué pour sensibiliser la population. C'est que ça veut dire pour une personne qui est au bout de sa vie. Puis là, c'est vrai qu'on dit toujours, on peut tous sortir ici, se faire frapper par le virus. Mais lorsque votre médecin vous dit que le dernier recours, c'est une transplantation, l'utérus y est proche en maudit. Et je peux vous dire que pour les transplantés, j'en connais des centaines, c'est une renaissance. Une renaissance dans tous les sens du mot. Et dans mon cas, puisque je suis d'origine italienne, ça me fait penser à la Renaissance italienne, la plus belle de notre histoire, la plus belle époque de notre histoire. Alors, et la plupart d'entre nous, suite à une transplantation, ont été capables de pouvoir continuer à travailler. Et vous savez, les politiciens n'ont pas exactement les meilleures conditions de travail. Lorsque on commence souvent parfois à 7 heures le matin et on finit vers les minuit le soir, ça demande beaucoup. Et moi, je suis extrêmement reconnaissant de ce que la science a fait. Ici au Québec, nous sommes reconnus mondialement. Vous allez, dans quelques instants, faire la connaissance d'une personne exceptionnelle qui, dans son cas, lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, lui, il avait un cœur mécanique. Il n'était pas couché dans un lit d'hôpital. On était à l'hôtel de ville de Montréal et notre cher ami nous vient me voir et il dit « Voici ma batterie, je suis bloqué comme ça, entends-tu mon cœur? » C'est plus de la science-fiction, c'est de la réalité. Et la raison pour moi je suis impliqué, non seulement en tant que reconnaissance pour cette deuxième vie que j'ai eue, mais il est important qu'on puisse continuer à aller chercher des dons d'organes, parce que sinon, je crains que la science peut nous amener à d'autres organes d'animaux, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui font ces travaux-là. Et personnellement, c'est quelque chose que je n'envisage pas comme étant la solution, puisque si on regarde les chiffres, on regarde les statistiques, c'est que si tout le monde signalait la carte de don d'organes, on aurait assez d'individus pour pouvoir faire face à la demande. Et en parlant d'experts ici au Québec, ça me fait grand plaisir de vous introduire quelqu'un qui est connu mondialement. Ce qui est aussi important pour ma part, c'est un individu qui travaille aussi à l'équipe avec d'autres médecins, d'autres chirurgiens à travers le Québec, Dr. Doyle. Bienvenue et je vous souhaite la parole. Merci beaucoup, M. Pisano. On m'a demandé à la dernière minute de venir discuter ou parler un peu qu'est-ce que c'est que mon expérience comme chirurgien. Vous connaissez maintenant celle du patient. Pour moi qui a probablement effectué plus de 200 transplantations cardiaques depuis 1983, quand on a réintroduit la greffe cardiaque à Montréal, à chaque fois, pour moi, c'est un événement de joie. C'est comme, probablement, je me sens comme un obstétricien qui vient de délivrer une patiente et mettre au monde un nouvel enfant. Et pour moi, j'en ai un exemple frappant ici. Vous en êtes un ici. Des greffés cardiaques qui circulent après, qui retournent dans la société. C'est extraordinaire et de voir le dynamisme de chacun d'entre vous après ces événements. C'est extraordinaire. Quant à nous, les chirurgiens cardiaques, Québec Transplant, Mme Quevillon ici, qui travaille depuis des années, d'ailleurs, au début, probablement, on ne dira pas notre âge, c'était plutôt archaïque le début. Au début, c'était par téléphone, on se parlait la nuit, il y a un donneur qui existe à tel hôpital,
Seriez-vous intéressé? Oui, c'est sûr, mon patient est plus malade que l'autre. Puis là, seriez-vous intéressé? Oui, c'est sûr, mon patient est plus malade que l'autre. Puis là, mais on passait des nuits au téléphone à rechercher des donneurs. Et je me souviens même d'un événement qui était arrivé avec le Dr. Régent Baudet, qui a déjà été mon associé à Notre-Dame. Et le Dr. Baudet m'avait demandé, en plein milieu d'une intervention duquel le patient, on était certain qu'il ne pouvait pas en sortir, de trouver un donneur pour son patient sur la table. Et puis moi, je revenais des États-Unis, puis les gros systèmes, ça existe beaucoup là-bas, ce qui est des dons d'organes, UNOS, qui sont des gros organismes. Ça fonctionnait depuis des années. Alors, je me souviens toujours que Dr. Baudet m'avait dit « Trouve-moi un cœur, ce pauvre patient ici. » Puis finalement, je m'étais mis sur le téléphone, puis on avait appelé je ne sais pas combien d'hôpitaux aux États-Unis, en Ontario et au Québec pour essayer de trouver un donneur. S'il en existait dans tous les hôpitaux du Québec, j'ai fait des téléphones. À ce moment-là, il n'y avait pas Québec transplant. Alors, on y allait à Mitaine, appel à Chicoutimi, appel à Matane, appel à Gaspé, appel à l'Ontario. Pas capable de trouver de donneur. Alors aujourd'hui, on a un organisme qui s'appelle Québec Transplant, subventionné par le gouvernement, qui nous aide énormément, duquel on peut récupérer environ 20% des donneurs potentiels dans la province de Québec. 20%, c'est pas beaucoup. C'est plus qu'au Canada, qui est 13% des donneurs potentiels. Alors, il faudrait monter à des chiffres aussi astronomiques qui pourraient être 40% comme en Espagne ou dans d'autres pays. Où tu ne signes pas comme quoi tu es un donneur automatique, mais comme quelqu'un qui ne veut pas donner ses organes. Alors, c'est toute une différence, c'est une autre mentalité. Alors, je ne veux pas donner mes organes, c'est un peu plus difficile d'écrire ça que oui, je vais les donner, puis que là, la famille ressurgit par la terre en arrière, et puis là, dit, ben là, nous, on n'est pas d'accord. Alors, ça éviterait un jour, certainement, des pertes. Quand on regarde pour ce qui est de la chirurgie cardiaque, on perd 20% de nos receveurs potentiels. 20%, c'est beaucoup. Si vous avez vu la liste de Schindler, ça veut dire que je n'aurais pas fait 200, j'en aurais fait 240 transplantations. Alors, c'est un petit peu difficile pour nous de connaître ces patients-là, comme René, par exemple, qui était au fin fond de ce qu'on pouvait, à l'arrière-plan, ne pouvait plus subir les traitements médicaux et on ne pouvait plus rien faire chirurgicalement pour lui, on était foutus. Et quand je voyais ce dynamisme, vous savez, on a commencé à lui parler de cœurs artificiels. Et les cœurs artificiels, ça coûte cher. Les cœurs artificiels ci, les cœurs artificiels ça. On a discuté à ce moment-là avec les ministres de la Santé de l'époque et puis on en est venu à pouvoir financer un cœur artificiel, un premier, un deuxième. Alors, c'est beaucoup de négociations. Aujourd'hui, c'est rendu, ce n'est plus expérimentaire. On installe des cœurs artificiels aux gens qui ne peuvent pas attendre. Et dans le cas de notre jeune homme, ici, le foie artificiel n'existe pas. Alors, c'est à un moment donné, lorsque la détérioration va s'accélérer ou s'accélère, il peut y avoir des périodes plus hautes, plus basses, mais finalement, pour ce qui est du foie, il n'y a pas de backup. Dans le cas de René, on a eu un backup, on a eu un cœur artificiel qui d'ailleurs, je pense qu'il l'a en démonstration, permanente dans sa valise. Alors, un simple mot juste pour soulever, je ne sais pas, j'en soulève beaucoup, j'en ai soulevé quelques problèmes quand j'étais président des chirurgiens cardiaques. Ce qu'il faut, c'est que dans les hôpitaux, on donne la possibilité aux médecins de recevoir les donneurs, de prendre soin des donneurs, parce qu'on cherche des lits pour prendre soin des donneurs, on cherche des médecins pour prendre soin des donneurs. Un donneur, c'est de l'or en barre. Ça peut donner un cœur, ça donne 2 poumons, ça donne un foie, ça donne un pancréas, ça donne 2 reins, ça donne des fémurs, ça donne des yeux, ça donne des rétines. Alors, si vous regardez la pyramide, c'est énormément de patients qui peuvent être aidés par les dons d'organes. Un des problèmes qu'on fait face dans les hôpitaux, c'est le sous-financement. Une fois qu'un donneur est identifié et les salles d'opération ne sont pas disponibles, c'est surtout la nuit
les fins de semaine, parce qu'il n'y a pas de salle d'opération, les donneurs deviennent instables, puis on en perd dans la journée. Alors, on peut suivre un donneur de 9 h le matin jusqu'à 9 h le soir, parce qu'il n'y a pas de salle disponible pour prendre soin du prélèvement des organes. Puis le patient c'est intérieur dans la journée. Puis, la seule chose que je voudrais laisser comme message, c'est de faciliter l'accès aux donneurs dans la province, les transports entre les hôpitaux pour les hôpitaux qui sont des hôpitaux habitués avec les receveurs. Et une fois ces hôpitaux rendus à ces hôpitaux, on leur donne les dispositions pour rentrer les malades dans les salles d'opération ou les accueillir dans les soins intensifs. In the case of this young man here, who looks to me very courageous being here today, I think he traveled throughout Canada with his friends and father. I wish to congratulate him, and I hope I'll be there to help you in any way in the future. René, ici à ma droite, c'est caractère, on va être un peu plus convivial ici. J'ai commencé à lui parler des cœurs artificiels, et puis ça faisait 6 mois qu'il attendait patiemment dans l'hôpital. C'est un dynamique, propriétaire d'entreprise, président ci, président ça. Il y avait des posters dans sa chambre de gens qui descendent des montagnes, des alpinistes, des gens qui étaient en snowboard, en planche à neige. Il y avait des lunettes jaunes, puis il y avait 2 ou 3 ordinateurs sur sa table de chevet devant lui dans son lit. Et haletant, toujours la difficulté à respirer, j'avais commencé à lui parler des cœurs artificiels, telle compagnie, Novacor, Thoratec, Abiomed. Et il y avait les 3 ordinateurs branchés sur les présidents de chacune de ces compagnies. Et il a discuté à chatter, comme on dit, avec ces individus aux États-Unis, ces présidents, puis à savoir lequel des 3 est le meilleur, puis il serait le meilleur pour lui, puis la longévité, puis les morceaux de rechange. Alors c'est un dynamique. Et puis on était fiers un jour de pouvoir lui offrir ce cœur artificiel et de le transplanter 11 mois par la suite. 11 mois par la suite. Alors, 11 mois par la suite, cette fin de semaine-là, on avait fait 3 transplantations cardiaques, Dr. Dagenet, Dr. Beausset et moi. On avait commencé le vendredi, puis on a fini le lundi soir, on n'a pas dormi, non-stop, 72 heures, on a transplanté. Et quand je suis arrivé à lui, j'étais fourbu, j'étais crevé. Et sortir le cœur, ça a pris 2 heures. Et puis quand on est sorti de la salle d'opération, j'étais allé voir son épouse, puis je savais comment ces gens-là avaient prié, s'étaient impliqués partout. J'étais tellement fier de lui dire qu'enfin, il avait son cœur, qu'enfin, il ne dépendrait plus d'un système électrique. Et la première chose qu'il m'a dit au réveil, parce qu'il s'est réveillé avant tout le monde, les autres avaient été transportés vendredi puis samedi, lui il était fait dimanche, lundi matin, lui il était plus réveillé que les 2 autres. Puis, là, le chien inquiet n'entend plus de bruit, parce que c'est une machine qui est bruyante. Alors, on lui expliquait que c'était son cœur. L'après-midi, il était déjà assis sur le bord de son lit, prêt à repartir dans la société, à défendre les causes qu'on lui connaîtra dans le futur. Alors, René, chapeau. Bon, ben merci, Dr. Doyle. En passant, Dr. Doyle, c'est un de mes idoles, hein, un des grands chirurgiens de l'hôpital Laval, puis un chirurgien, je dirais, de classe mondiale. Ça, c'est important de le préciser. M. Bissonnette, M. Cusano, merci de m'avoir invité ce matin à participer à ce déjeuner pour témoigner de mon expérience. Comme le Dr. Doyle le mentionnait, je suis en affaires, j'ai 40 ans, j'ai 3 beaux enfants, puis je suis en amour depuis plus de 23 ans. Mon amour, je pourrais dire que c'est plus mon ventricule gauche. Moi, je suis le ventricule droit, donc on forme les 2 ventricules de notre union. C'est en octobre 92, à l'âge de 28 ans, que les médecins de l'Hôtel-Dieu m'ont diagnostiqué une cardiomyopathie congestive virale. C'est-à-dire, avec les années, mon cœur a décompensé, c'est-à-dire que, si je prends ça comme exemple, le cœur est à peu près gros comme ça. Avec les années, bien, le cœur a décompensé, puis à la fin, bien, il battait à peu près comme ça. Et puis, pendant toutes ces années-là, il s'est dégradé, si on veut. Mais grâce à la médication, j'ai réussi quand même d'avoir une vie, disons, à 90% normale pendant presque 8 ans. Par la suite, mon cœur s'affaiblissait et des traitements de plus en plus complexes et nécessaires
était nécessaire, c'est-à-dire. Jusqu'au jour où j'ai subi une évaluation dans le but de savoir si je me qualifiais pour une greffe. Donc, était nécessaire, c'est-à-dire. Jusqu'au jour où j'ai subi une évaluation dans le but de savoir si je me qualifiais pour une greffe. Donc, avant de passer pour... avant de ce que je dis, qualifier pour la greffe, il y a des psychologues, il y a des médecins, il y a des chirurgiens qui viennent voir, il y a toute une équipe de spécialistes qui viennent voir si psychologiquement, tu es prêt à ça. Puis physiquement, naturellement aussi. Physiquement et psychologiquement, si tu es prêt à recevoir, à être éventuellement receveur. Donc, je fus placé le 15 mai sur la liste de Québec transplant, naturellement avec mon accord. J'ai été finalement accepté. C'était une étape à passer pour moi parce que avant d'accepter, tu vas signer. Hein, là, tu as des documents à signer, puis là, tu signes, oui, j'accepte d'être sur la liste. Puis quand quelqu'un appelle, bien là, tu ne peux pas dire que tu vas jouer une game de golf. Puis, si quelqu'un appelle, il faut que tu te présentes, puis il faut que tu y ailles à fond de train parce que c'est la vie qui t'est donnée. C'est quelqu'un qui donne la vie pour toi, donc tu ne peux pas refuser. Les traitements au prime accord devenant de plus en plus réguliers, de plus en plus rapprochés, c'est-à-dire que j'y allais 1 fois par semaine, 2 fois, 3 fois, 4 fois, après ça, à temps plein complètement au prime accord. Prime accord, c'est un médicament, c'est un produit qui fouette le cœur. C'est ça, ça maintient le reste des organes vitaux en place. J'ai dû être hospitalisé à temps plein pendant plusieurs mois à l'hôpital, que j'appelais puis que j'appelle encore mon hôtel, parce que l'hôpital Laval, pour moi, c'est mon hôtel. Je me disais, bon, ben voici mon hôtel, je suis bien à l'hôtel, j'étais comme le château Frontenac, j'ai mon condo, la vue sur les Laurentides, puis j'ai été chanceux aussi d'avoir une chambre tout seul vers la fin de mon séjour pour pouvoir pleurer en toute intimité, pour pouvoir crier en toute colère, pour pouvoir m'exprimer, dessiner, etc., 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 avoir des gens à manger dans ma chambre, etc. Il est devenu un moment où il était trop risqué pour moi de recevoir une greffe parce que mes pressions pulmonaires étaient trop élevées et parce qu'une trop longue période d'attente avait déjà passé. Il n'y avait pas de donneur en vue. Ma condition générale n'allait pas très bien. Mes reins non plus n'allaient pas très bien. Donc, ça m'a donné un boost qui a poussé ma détermination à rester en vie là, de plus en plus forte. Tu sais, des fois, on se demande, on a une mauvaise nouvelle, mais cette mauvaise nouvelle-là, moi, ça m'a donné, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça m'a donné un boost là, pour continuer. Alors, une décision cruciale s'est imposée à moi. Est-ce que je prends un très, très grand risque pour faire installer un appareil d'assistance ventriculaire, qui est le cœur mécanique Novacor qu'on avait choisi? Ou est-ce que je reste tout simplement à l'hôpital en attendant de voir ce qui va se passer? Peut-être que je vais avoir un donneur ce soir, mais si je suis greffé avec mes pressions pulmonaires, le succès de la greffe devenait trop risqué, etc. Donc, je me souviens, un samedi matin, j'ai fait venir toute ma famille, mes enfants, mes frères qui sont très importants pour moi, ma femme qui est mon ventricule gauche, comme je le mentionnais tantôt, et le Dr Doyle et toute l'équipe de transplant. Puis on a pris une décision, tout le monde ensemble, puis on a évalué les pour, les contre, puis c'était vraiment l'appareil d'assistance ventriculaire qui a été retenu comme choix. Donc, on m'a implanté avec succès en janvier 2002 le cœur mécanique qui, par son fonctionnement, redonna la vigueur et la vie à tous mes organes vitaux. C'est-à-dire que puis ça a été automatique. Je pense qu'ils ont posé mon cœur mécanique. Puis je me demande si c'est pas une demi-heure après que mes pressions pulmonaires avaient descendu. Hein? Ça se peut, hein? Donc, c'est ça qui est arrivé. Pas longtemps après, j'écoutais les séries du Super Bowl à la télévision, j'écoutais le basketball, je marchais partout dans l'hôpital, je me replaçais, je me remettais. Puis mes autres organes, mes reins, mes poumons, il n'y avait quasiment plus de jus dans mes... Plus de jus, c'était plus d'eau dans mes poumons. Il y avait quasiment plus d'eau dans mes poumons. Donc, ça allait très bien, ça allait bien. Par contre, souvent, j'envoyais des emails, puis je disais « René, cœur de lion, Android 347 », je me sentais comme un robot, là, un peu, parce que je me souviens, à l'hôtel, parce que moi, je voulais toujours partir de l'hôpital, je ne voulais pas rester. Fait que je restais à l'hôtel à Montréal, quand le Dr Doyle est venu m'installer ça là-bas avec le Dr Chicheri pour Royal Victoria.
Je vais rester à l'hôtel, puis je descendais dans l'ascenseur pour aller déjeuner en bas au Reine-Élisabeth, puis il y avait des gens qui étaient avec moi dans l'ascenseur. Là, j'avais dit, tu sais, le monde trouvait ça bizarre parce que ça fait quand même un bon bruit, là, pas qu'un bruit important. Puis j'avais dit à tous ces gens-là, pour une blague, j'avais dit, c'est une bombe, tu sais. Tout le monde avait eu peur. C'était dans la période là, où ça brassait beaucoup au Moyen-Orient, donc ça avait fait drôle pas mal. Le cœur mécanique m'a permis de retrouver mon autonomie, de rentrer chez moi, de reprendre la forme et de me préparer pour mon prochain combat, parce que j'avais un autre combat qui s'en venait. Le combat où, pour moi, c'était des combats. Là. Visuellement, dans ma tête, c'était tous des combats. J'avais une ceinture, puis je me disais, bon, ben, il n'y a personne qui peut venir chercher ma ceinture. Ça va prendre un gros champion du monde venir chercher ma ceinture. Donc, le prochain combat qui était la greffe du vrai cœur. Après 4 saisons avec mon appareil, parce que j'ai fait les 4 saisons, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, je les ai toutes faites. Puis après ces saisons-là, avec le cœur mécanique, presque un an en fait, Dr. Dodd, presque un an, j'ai eu le temps de faire du ski avec mon cœur mécanique. J'ai eu le temps de jouer au golf avec mon cœur mécanique. Je travaillais, je retournais au bureau, j'étais productif, je payais mes impôts. J'étais actif pour le don d'organes. Même avec mon grand ami George Marcello, on a marché à Québec, on a marché à Ottawa, on a marché à Montréal, justement pour promouvoir le don d'organes, pour sensibiliser la population au don d'organes. Une famille, une personne a posé un geste d'amour inconditionnel qui m'a permis de renaître à nouveau. Je vis grâce à ce don et je leur dois toute ma gratitude. C'est important de parler de son donneur parce que c'est sûr qu'il y a toutes sortes de mécanismes qu'il faut qu'on mette en place. Puis le système a toujours de la place pour l'améliorer puis pour le fine-tuner, excusez-moi l'expression anglophone. Mais les donneurs sont tellement importants. Puis surtout les familles des donneurs aussi, parce que veut pas, quand une personne est en mort cérébrale, la famille est là, puis c'est la famille qui décide, même si on signe la carte, si la famille n'est pas avisée, c'est la famille qui décide. Donc, à tous ces gens-là, je voudrais les remercier. Puis, je voudrais vous montrer mon compagnon de vie que j'ai eu pendant pendant l'année, si on veut. Je l'ai reçu dans une boîte de Californie. Ça faisait longtemps que je le demandais. Ça, c'est ce qu'on appelle... Ça a été ma première chance de vie. Donc, j'ai réussi à vivre avec cet appareil-là qui est inséré à l'intérieur de mon abdomen. Puis, donc, il y avait le fil ici qui sortait. Là. Je ne vous montrerai pas mon trou. Là. Mais le fil sortait par ici, qui était relié à une batterie. Et puis, cet appareil-là, qui est un Novacor, est un appareil merveilleux. D'ailleurs, le Dr. Doyle me l'avait recommandé, d'ailleurs. C'est un appareil merveilleux qui permet d'avoir énormément d'autonomie, qui permet d'avoir énormément de mobilité, puis qui permet aussi de réduire le risque d'infection. Et qui permet aussi au patient de retrouver son environnement, de retourner chez lui, de voir sa famille, d'être près des siens, de retrouver des activités dans le quotidien, etc. Donc, mon ami, je vais le prêtre, Baxter, je l'ai pris du nom de la grosse compagnie pharmaceutique. C'est son prénom, je vais le faire ça. Ah ben, malheureusement, c'est un appareil très coûteux. C'est de l'ordre de 150 000 $ pour chaque Québécois qui porte cet appareil. Dans le cas ici de René, c'est autour de 200 000 $ que ça a coûté parce que les batteries, après 6 mois, il faut les changer, c'est 35 000 $ de batterie. C'est un cœur très fiable. Des gens, ça fait 5 ans qu'ils sont sur ce cœur. Alors, il ne se détériore pas trop. Il y a des gens qui ont refusé la greffe cardiaque, qui ont voulu rester sur ces cœurs, parce qu'on ne parle plus de médication, parce qu'on peut régler les débits cardiaques, les pressions artérielles facilement. Alors, on élimine les médicaments anti-rejet. C'est malheureusement très dispendieux. Très dispendieux. Et en passant, à l'hôpital Laval, ici à Québec, on a le programme Novacor, il est disponible. Hein,
Alors, il y a d'autres cœurs moins dispendieux qui sont des thoratèques. C'est le genre de... Alors, il y a d'autres cœurs moins dispendieux qui sont des thoratèques. C'est de l'ordre de 75 000 $. Puis il y a des abiomèdes de l'ordre de 40 000 $. C'est certain que quand on parle pour un individu comme René, c'est pas n'importe qui peut avoir ce genre d'appareil parce que ça prend quelqu'un, entre guillemets, en forme pour avoir ce genre de chirurgie-là. C'est pas une aspirine à avaler, ça. Puis c'est pas une aspirine à enlever non plus, je pense. Non plus. Parce que le problème, c'est que vu que je l'ai eu pendant une très longue période de temps, bien, ce cœur mécanique-là faisait partie de moi-même. Donc, ça a été difficile pour le docteur. Moi, je ne sais pas, j'étais endormi, mais ça a été difficile à enlever. Oui. Comment est-ce qu'on évalue en plus l'opération, puis le corps, tout ce qui est une greffe comme ça d'un cœur mécanique? C'est évalué à combien? Ben, dans son cas, c'est ce qu'on évalue. On évalue qu'il... René, c'est à peu près 230 000 $. 230 000 $. Par contre, la greffe comme telle, on est capable de s'astreindre à 40 000 $ et moins. La greffe seulement. Mais ces appareils, plus l'hospitalisation, plus les soins intensifs, plus 2 interventions majeures, c'est autour de 220 000 $. Est-ce que c'est sensiblement... Aux États-Unis, c'est pas loin de 7 à 800 000 $. La pile, ce qui arrive, c'est que, voyez-vous, l'embout gris, c'est connecté après un ordinateur qui fait la gestion du sang dans les différentes parties du cœur. Puis cet ordinateur-là est branché à une pile primaire et une pile secondaire. La pile primaire, là, normalement, elle a 4 heures d'autonomie. La pile secondaire, là, on ne se fie pas dessus. Mais moi, ça m'est arrivé souvent, par exemple, d'être pris sur le pont de Québec avec plus de jus pantoute. Là, je me cherchais du courant, tu sais, ça pressait. C'est ça dans une valise? Non, je n'avais pas le truc Mastercraft. L'automobile? L'automobile, non. Il y a une fois, j'ai... Peut-être seulement que de réexpliquer le fait, là, ce cœur n'est pas à l'extérieur. Non, il est à l'intérieur. Je peux vous... À l'intérieur. Non, je peux vous l'expliquer. Je vais vous montrer. Je vais vous le montrer avec la cicatrice à la pointe. Je sais pas si c'est ça. Look underneath my chair here. Non, il garde son cœur. Ça, c'est connecté à la sortie du cœur. La sortie du cœur, le ventricule gauche qu'on laisse en place. Et ça retourne dans la hanche. Alors là, son cœur gauche, complètement soulagé, parce qu'à l'intérieur de ça, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a 2 clapets qui font ça. Et c'est électromagnétique. Alors, il y a un courant positif et négatif. Alors, ça rapproche deuxièmement. Là, le gauche devient positif, ça rejette. Alors, c'est white. Alors là, ça crée une aspiration du ventricule gauche. Et comme il y a des valves unidirectionnelles, quand elles se reconnaissent, ça repousse le sang dans l'air. Son ventricule gauche était vide. Ses poumons se décongestionnent parce qu'il y a une pression en amont. Alors, la seule chose qui prenait dans la vie, c'était du couvalet pour faire l'extérieur. Sinon, les problèmes. Moi, j'aurais une question pour madame. Quand on sait que notre carte d'assurance maladie, elle a un peu, puis que, par malheur, pour nous, serait des éventuels donneurs. Alors, on arrive, on est en mort cérébrale, donc on fait un parfait donneur. Est-ce que c'est un automatisme, à ce moment-là, que l'hôpital peut présenter sans plus d'autorisation que la satisfaction nos organes, si elle doit se valider
avec la famille. Et si la famille s'y opposait, malgré la volonté du donneur, qu'est-ce qu'il y avait? Expliquez-moi donc ça. Moi, en carrière, depuis 92, il y avait une fois qu'un membre de la famille a voulu s'opposer à la signature de... C'était un monsieur qui avait signé son consentement. Il avait une conjointe, si vous avez pas tellement longtemps, alors légalement, ce n'était pas la conjointe qui était la personne en autorité. Go get beside him. Please. Now's a good time. Yeah. Go. Go. Yeah. I want to get Chris to stand beside you. Hey, Chris, lift your shirt. See my scarves? Yeah, lift your shirt, Chris. Évidemment, on veut respecter les familles. Ça, c'est parce que le don d'organes, c'est fragile. Et si on bouscule les familles à l'intérieur de ça, Thank you. on peut faire diminuer toute cette sensibilisation au don d'organes à l'intérieur Perfect. de l'hôpital. Dans ce cas-là, ce monsieur-là, j'ai été assis, c'est moi qui l'ai vu d'ailleurs, j'ai été assis avec lui peut-être pendant 8 heures et quart à savoir pourquoi il s'opposait à la signature de son frère, qu'il ne voyait même pas. Alors, il y avait plus un conflit avec les hôpitaux que dans le fond de notre organe. Et en ligne, à discuter avec lui, de voir ses peurs, ses craintes. Il a pris dans le lost my fucking pen. It's just the other one you got. I know. Alors, effectivement, je crois que c'est très important de faire beaucoup de sensibilisation aux gens pour signer leur carte de don. Parce que quand la carte est signée, c'est beaucoup plus facile pour les professionnels de la santé d'aller faire la demande parce que déjà, on a un consentement signé. Et ça, au niveau de la sensibilisation, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de gens qui s'éliminent comme donneurs d'eux-mêmes, ils ne signent pas leur carte parce qu'ils disent j'ai 60 ans, c'est fini, c'est plus bon. Alors que quand on rencontre les familles à 70 ans, qu'on demande le foie d'une dame de 80, ils disent, ils me regardent avec des grands yeux et disent mais madame, jamais on aurait pensé de se faire poser cette question-là. Alors la sensibilisation au don d'organes est bien importante pour faire signer les cartes. Moi, je pense que ça l'amène une augmentation de consentement. On a fait beaucoup d'études d'ailleurs là-dessus. Je vous remercie d'avoir des questions dans le monde de notre témoignage. Pour l'équité sociale, c'est mis la présence de la ministre de l'Œuvre, le travail officiel de la santé sur site, Mme Louise Varel et Mme Cécile Vernet des Biliary Atresia. Alors, on continue avec les deux autres témoignages. Thank you. We'd like to thank you, Mr. Bosnier, also my good friend William Pisano, and also fellow Italian. And we would also like to send our thank yous to Katarina Gallagher and Catherine Vachon for doing a magnificent job with the agenda today. Thank you. And also my good friend Renee Chabot, who we are saying looks like a young Premier Charest. I would like to share my personal story along with Kristophers Wish and the campaign and what it's all about. 9 years ago, I was rushed to the hospital in Toronto with complete liver failure, and I was told I had 2 days left to live. As hours were dwindling away from my life, my funeral arrangements were already made. By the grace of God, a liver became available, and it saved my life. And the person that made that donation also saved 5 other people's lives. 6 of us are alive today because of this donation. I was out of the hospital in 1 week, and I was back in the gym training in 2 months. And I was visiting the hospital for my outpatients, and I would meet
30, 40 people that were waiting for organs every time I went there. And I would talk to these people. And I know what they were going through being on this waiting list. And the sad thing was, as I was making my way out, I knew that half of them were going to die. And the reason why was because too many organs were going to waste in our country. Canada still has one of the lowest rates in the whole world, and we need to admit that, and we need to solve that. In the next 8 years that followed, along with many people, nurses, surgeons, people from all walks of life, joined a campaign across Canada where we had a chance to visit people in 500 communities, and we talked to Canadians about this. We wanted to find out if it was Canadians that were against organ donations. And in the past 8 years, after talking to over 1 million Canadians, we have found not one Canadian that is against organ and tissue donation. We have not found one Canadian that said their religion prohibits them from becoming an organ donor. As a matter of fact, on September the 5th, 2001, the Vatican called us to visit with His Holiness, Pope John Paul II, and he blessed this torch and proclaimed that organ and tissue donation is a genuine act of love. And I can go on and on with all the other religious leaders that have supported organ and tissue donations. So the question becomes again, why does Canada have the lowest rate, one of the lowest rates? As it's been explained, and also by Dr. Doyle as he was explaining, right now it's in our system. It's in our system that is preventing us from getting the maximum potential of organs that could be available. And we need to look and improve that system. Countries such as Spain, they discovered 10 years ago how important this issue was. The king, the president, and all the Spaniards embraced organ and tissue donations, and they created the first system where you opt out. Since then, there have been many other countries that have followed. Every country that has followed this system has shown a dramatic increase in organ and tissue donation. We need to do that here in Canada. That is our mission. This young boy here, Kristopher, needs a liver transplant. He's been waiting for 14 years. He is an example of courage, inspiration, but he also wants to tell you of his wish. He wants the country to start acting. He wants the country to start looking at developing this new system. There are thousands of other kids like Kristopher that are on the waiting list. Most of these kids will not make it. We need to make this the #1 issue of the country because we have the potential to save almost 4,000 Canadians. And if we could see these Canadians in a burning building, we would send every ambulance and every fire truck to save them. That's the same kind of feeling we should have with the people on the waiting list, because Canada has the best medical technology in the world. They are noted for more advancements in our transplant procedures than anyone in the world, and yet we have the lowest organ donations. We need to improve our system, and we need to make this issue the #1 priority. And remember that lives has to be the #1 priority. And once we do develop more hospitals and more doctors, in turn, it will be better for us even financially, because you will be able to get people like Renee, myself, and others that are dependent on the healthcare system back to work, and money will come back. It is an excellent investment.
we are urging everyone here in Quebec, because we believe Quebec could be the first province to lead the way for the rest of the Canadians. And I know Mr. Cusano has been working very hard, and we have the utmost confidence that he will lead the way. And on behalf of everybody here, Kelly, the father, Merle Roberts, the film director, of course, Christopher, our leader, we want to thank you for this pleasant morning. Thank you. All right, George. Christopher, the last word is yours. If you'd like to say something to Thank all of Best us Western that Sears. admire you for your courage. Go by yourself. All right. I'd like to thank a few people first in the community. I'd like to thank Best Western for giving us accommodations while we're here. They gave us 4 days here, and as well as The police department for parking your car. yeah, the police department for parking our motorhome in their parking lot because we couldn't find any room at the Best Western. And Sears Portrait Studios across Canada, they sponsored us, and they are holding donor cards for us to give out to people, as well as their main sponsor for pictures and stuff. I also like to say, I'm not gonna think of it. Merci de votre encouragement. Christopher, this is a pen when we meet some people who want to sign their registered card for donation. This is a souvenir from the National Assembly. Merci beaucoup. Vous avez une petite conférence de presse après, là, c'est ça? Oui, c'est ça, mais s'il y a des gens S'il y a qui des ont questions. des échanges. Oui. Moi, j'aurais juste une question pour le docteur Dor. Oui. Moi, j'aurais juste une question pour le docteur Dor. J'aimerais savoir s'il y a possibilité, étant donné le prix exorbitant de ces équipements-là, est-ce qu'il y aurait des possibilités à une réutilisation? On voit le cœur. Est-ce que c'est pensable ou c'est impossible à cause de tous les éléments qui passent à travers cet équipement-là? Effectivement, même tout ce qu'on utilise sur circulation extracorporelle, présentement, tantôt, là, je vais opérer une patiente pour des pontages, il va falloir tout jeter par la suite. Aussitôt que le sang humain est en contact avec ces appareils, à cause des maladies Creutzfeldt, les hépatites, toutes sortes de choses qu'on n'est peut-être pas capable d'aller s'assurer qu'il n'y a pas de transport de ce genre de prions, des virus qui sont difficiles à détecter. Alors, on est obligé de tout jeter. Alors, ces appareils-là sont tous disposables, malheureusement. Et même après 2 ans, justement, récemment, j'ai eu un problème là, avec un Novacar qui ça faisait plus de 2 ans qu'il n'avait pas été installé. Il est devenu périmé. Alors, on a perdu 80 000 $ avec ça. Alors, on a gueulé beaucoup après les compagnies, tout ça. On a réussi à récupérer 20 000 $. Alors, c'est malheureux, c'est coûteux, c'est exorbitant. Alors, c'est pas n'importe quel patient qui... Il faut vraiment qu'il soit aux confins de la vie pour qu'on puisse installer des appareils comme ça. Oui, merci. Je crois que le Québec pourrait être, comme le souhaitait, moi c'est dans ce cas-là, on pourrait être leader de l'opting out. Parce que là, on connaît ça. On sait ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres pays que l'Espagne
Est-ce que l'Espagne est le seul pays où c'est finalement la règle, le don, et finalement l'exception qui est de se retirer? Je pense qu'en Espagne, c'est devenu un facteur culturel. Go ahead, George. Actually, there's many more countries. Belgium, Austria. I think there's close to 12 countries right now that officially have it in place. And before they were saying that it was a European concept based on Napoleonic laws and society. But right now, Australia is in its third reading in possibly in adapting that same system. So it has gone past the debate and argument that it's a European concept, and why not start it here in Quebec, since we fashion some of our culture from European. Why not start it here first? Makes sense? Une question pour le question très technique, quand vous avez mentionné, c'est fascinant de voir le cœur chronique qu'on a eu entre les mains. C'est assez lourd aussi. Hein. Mais tantôt, vous avez mentionné que c'était branché directement sur l'arbre. Puis lorsque vous recevez un cœur naturel, on débranche ça. Est-ce que le cœur naturel est directement branché à la même place sur l'arbre que le cœur artificiel? Oui, en fait, non. C'est que le raccord que l'on fait à la haute ascendante du patient, ça arrive ce qu'on appelle du terminolatéral, terminal. Alors, quand on a un cœur artificiel, on installe le patient sur une circulation extracorporelle qui est une autre circulation. Et puis là, on peut arrêter tout le cœur artificiel et le cœur du patient. Et que cette pompe cœur-poumon peut maintenir l'individu en vie. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on déconnecte tout, on enlève tout, on jette les deux ventricules, le ventricule mécanique, les deux ventricules du patient sont enlevés. Puis là, on resuture le nouveau cœur en place avec les oreillettes du receveur, les oreillettes du donneur et l'heure du donneur avec celle du receveur. 35 minutes. Bon, je pour rajouter que ma soeur est décédée il y a 12 ans, à l'âge de 34 ans. Puis on a donné cœur-poumon, les cornets, les reins. Alors, je pense que c'est extrêmement important de faire en sorte que les gens puissent comprendre que c'est important, parce que c'est la vie. Bravo. Comment se fait-il que le coût de cet appareil est si dispendieux? C'est qu'il n'y en a pas plus de 2000 dans le monde qui ont été installés, pour celui-ci. Alors, ils n'ont pas un marché qui va devenir... Depuis 5 ans, c'est comme ça, les cœurs artificiels aux États-Unis. Alors, même, c'est en alternance à la transplantation. Ça ne fait pas baisser les prix. C'est ça. On pense qu'ils vont descendre. Mais pour le moment, ils ont mis des millions et sinon des milliards dans l'investigation. Ça a pris 20 ans avant de mettre ça sur le marché. En Californie, ça fait 10 ans qu'on l'installe. Au Québec, ça fait 2-3 ans. Madame? Dr. Doyle, je me pose des questions sur l'infrastructure quant aux donneurs. Si quelqu'un meurt dans un accident de voiture, par exemple, au Québec actuellement, est-ce que tous les secouristes, tous les intervenants médicaux pensent immédiatement que ça pourrait être un donneur? J'imagine qu'il y a un protocole, il faut faire quelque chose avec ce cadavre-là, ce patient-là, pour le maintenir dans des conditions propices à la don. Écoutez, quand on parle de mort cérébrale, il faut comprendre c'est quoi la définition d'un individu qui peut donner ses organes. Ça prend une mort cérébrale. Donc, tous les autres organes doivent survivre à cette mort cérébrale. Donc, ce sont des gens qui se sont tirés une balle dans la tête, des accidents d'automobile ou seulement la tête qui a été détruite, parce que si le thorax est détruit ou l'abdomen, on perd ses organes. Alors, c'est certain que les gens qui s'occupent des traumatisés sur place n'ont pas encore les informations, à savoir mort cérébrale et tout. Alors, les patients sont amenés dans des hôpitaux en périphérie ou à l'hôpital général, et puis là, on met tout en œuvre à savoir si le patient est en mort cérébrale. À partir de ce moment-là, on contacte Québec Transplant, Mme Quevillon, qui peut certainement rajouter nous avons aussi le mandat de la formation. Alors, les ambulanciers, nous avons une ouverture. Ce n'est pas quelque chose d'officiel au niveau de l'éducation, mais on s'est inséré au niveau des cégeps, des écoles, des collèges, pour leur donner justement ces informations-là. C'est-à-dire que quand il y a un accidenté sur
tourne bord de l'autre ou quoi que ce soit, de ne jamais arrêter les manœuvres jusqu'au centre hospitalier pour qu'il y ait une évaluation à savoir s'il y a mort cérébrale ou pas. Alors, ils ont quand même cette connaissance du don d'organes, de l'importance du don d'organes. Alors, merci tous. Merci, Kristopher, de ta visite à l'Assemblée nationale avec ton père. Merci des témoignages exceptionnels. Passez tous une bonne journée. Vous avez une conférence de presse et M. Cusano va s'occuper de vous. Il va s'occuper de vous. Il va recevoir à dîner ce midi. Il va prendre charge. Il va vous prendre en charge. Merci. Where are you from, Kristopher? Sarnia. Sarnia. Yep. I've been Sarnia a few times. My days. I used to work on the ships in the merchant marine. Greetings to you. I'm Kelly. Hi, how are you? You're the father. Yes, I am. Pleasure to meet you, Kelly. Sarnia. So what have you given me here, Kelly? Is this, I hate photographers. Christopher's history, medical history, plus his campaign with any media articles. I hope you'll find it very inspiring. And that is some pictures. I met Kristopher during my campaign when I went across Canada in Sarnia. And Kristopher wanted to carry this torch across Sarnia. And afterwards, he showed me his stomach and all the scars that were on his stomach, and told me he was on the waiting list all his life for a liver transplant. And he wanted to carry the torch across Canada. So after I finished my campaign, we were looking for the next candidate to pass the torch to. And Kristopher was the top choice. Now, it was, I thought, going to be a challenge to get him out of school, but I found out that the whole school was behind him. Okay. And along with his medical authors and the family, of course, the whole community of Sarnia was behind him. So January 8th of this year, we kicked off Kristophers Wish, and it's a 200-city town walking tour across Canada. Today is day 310. We have 16 days left before we get to the finish line in Montreal. We broke it up in two parts. We started from Sarnia, Ontario, and made our way west to Vancouver. Okay. And completed the western leg of the walk, and began the eastern leg of the walk in St. John's, Newfoundland on September 17th. And we're now heading back to Montreal for our last walk. Well, that sounds very exciting. A very important cause. You were able to get out of school for all this. Yeah. You're probably very disappointed. Extremely disappointed to be out of school. And your school has supported this? Yeah, it's with me on the road. Great. Yeah. Are you able to study while you're on the road? Yeah, it's usually a 24-hour day, so Yeah. it's usually after this I go home and do a bit of work on the computer and stuff. Great. So Yeah. it's usually after this I go home and do a bit of work on the computer and stuff. Great. And you're waiting for a liver transplant? Yeah, I've been waiting 14 years. 14 years. That's a long time. actually his ambition is to become Prime Show me Minister. belly, Chris. Oh, that's great. Yes. Prime Minister of Canada. Yes. Well, that's a very, very, very important goal, and you'll find that's another long walk. It's well worth the walk, and I hope you do run for office. I got elected relatively young. I was 26 when I got in the House of Commons in Ottawa for the first time. That was 20 years ago. So let me know as soon as you start so that we can campaign for you. We can, Show me your belly, Chris. Bill, you met Bill Cusano, who is also a recipient of a heart transplant, and the deputy speaker in our house. And Bill is a very prominent member of my caucus and one of the senior members of this legislature. So I know that this is a cause that he holds very dear to his heart, in all sense of the word. You had a bill that you were. It's in the process of being processed. Okay. On organ donation. Organ donation. It's a big cause. Do you find you're able to influence some people on making them aware of the importance of giving? Yeah. We've heard a lot of people that want to donate their organs, but some people don't know how. Some people don't know where to get it, and that's pretty much what we're out here. It's George is talking about a system that in Spain that everybody's automatically on a waiting list, and so when you're born, you're automatically put
certain age, you can take yourself off if you want to. And like now, no one's going to take their time to put themselves on the list. They're not going to take their time to put themselves off the list. And you won't have to go around finding somewhere to become an organ donor or sign an organ donor card. And so I think there'd be more potential that everybody would be saved on the waiting list. There's about 4,000 people on the waiting list right now, and a lot of them are dying because of the organ shortage. I can tell you more about it, but 4,000 throughout Canada? Yes, almost 4,000 that are waiting for all organs, but that is still not the correct number. There are many Canadians that cannot get on the waiting list because of its restrictions, and this is all because of the shortage. So we could probably add another few thousand more people that are in need of organ transplants. What we're trying to do is make this issue a priority because we feel that we have the potential to save all these people in Canada. We have the best medical facilities, the best surgeons. Some of the techniques for transplantations were researched and created here in this country, and we feel that we need to focus on how to improve the donation rate. And one of the big options that we're looking at is the opt-out system, which Spain and many other countries have been using for a number of years and have shown drastic increases in their rates of organ donations. And it's still a little bit young in our country to have this issue known, but we feel that any time's a good time to start looking at it and get it out there, start debating it, start having dialogue, and eventually aim for Canada to have the best system in the world. We think that Canada can be right at the top of the world when it comes to this. Well, we will do certainly whatever we can. I've been interested in the issue for a long time. I was in Sherbrooke. There's a gentleman called Richard Tremblay who started the association, l'ACDO, l'Association Canadienne des Dons d'Organes. And every year they do an annual event where they celebrate those who have given and those who have received and their families. And it's a very prominent event. That's why they have that beautiful garden as well. Yeah. It's one of the, and that's where the first games were held to the transplant. Yeah, it was also this big memorial. Yeah. So we can go there and see the dome. The dome, yeah, that's where it was first created, the first one came in. This is a mechanical heart. C'est un cœur mécanique. Il a porté pendant un an. C'est pendant un an, j'ai porté ça pendant un an, c'est un cœur mécanique. Non d'accord, naturellement. J'ai porté ça à l'intérieur de mon abdomen pendant un an. C'était... T'es pas sérieux? Ça m'a sauvé la vie pendant un an. Pendant un an. Ben oui. Puis après ça, j'ai eu un deuxième souffle de vie avec ma vraie transplantation cardiaque. Ça, c'est l'appareil qui m'a sauvé la vie. T'es pas sérieux? Oui. C'est-tu littéralement celui que tu avais dans le corps? Non, mais je m'amuse à le croire. C'est pas celui-là. Il y a un trou ici. C'était placé, ils m'ont ouvert ça ici, ils m'ont placé à l'intérieur. Puis là, ça sortait ici, par le trou. Puis relié à ça, c'était relié à un ordinateur qui gérait le sang dans la pompe. Et à une batterie secondaire et une batterie primaire qui donnait l'énergie pour faire fonctionner le cœur naturellement. Donc, à toutes les places que je m'amenais, ça a été avec moi pendant un an, ça a été mon ami pendant un an. À toutes les places que je faisais, je cherchais, bon, y a-t-il une prise de courant là, y a-t-il une prise de courant là. Donc, je cherchais du courant partout. Donc, c'est la technologie. J'ai été greffé 2 fois. Une fois, ça m'a sauvé la vie parce que je pouvais plus, mon système ne pouvait plus me permettre d'attendre pour recevoir une greffe cardiaque. Donc, j'ai choisi de proposer cet appareil, qui est un avacor qui donne beaucoup de mobilité. J'ai pu jouer au golf, j'ai pu faire du ski avec l'appareil. J'ai pu retourner chez nous, retourner travailler en business familial. J'ai pu retourner une vie normale. Quand ils m'ont téléphoné pour mon record, j'ai gagné 6,49. Et gestes de solidarité sociale, comme on en connaît peu, qui est extraordinaire, un geste d'amour inconditionnel. Donc, j'ai eu mon vrai cœur. Et tout ça, cet appareil-là a été posé à Montréal avec les chirurgiens de Québec. Il a été enlevé à Québec avec les chirurgiens de Montréal, naturellement. Une complémentarité extraordinaire entre les 2 grands centres hospitaliers, le Royal Vic et l'hôpital. I remember meeting Mr. Chabot 3 years ago,
he looked very different, because he was wearing the mechanical heart and everything. And I seen him yesterday for the first time in 3 years, and I said, Renee, you look like a young Premier Charest. That's what he told me. A lot younger. A lot younger. Without the white hair. Well, I'm healthy now, and I'm so proud to be here today with you, Premier Charest, and my good friend George. We walked in Quebec City for organ donation, in Montreal, He inspired in Ottawa, This with the guy mechanical was heart. so spirited, so courageous. He inspired me. Well, I hope that you will inspire many other people. And Kristopher. And Kristopher is so courageous. It's unbelievable. The next generation. And I'm sure by the end of this trip, you will have it. Yes. I'm totally sure. Totally sure. Well, we're going to wish you. Now, where are you going from here? Are you going to Quebec City? From We are in Quebec City for 4 days. We leave Sunday, and then Fort Pines is our next stop. We will be touring Victoriaville, Drummondville, Trois-Rivières, St. Tite. We love St. Tite. It's a small town, but St. Tite has the sugar house that I meant to bring. See, it also has the Western, and the Western Stampede. Yes. So Montreal will be our final stop on the 26th of. Well, good luck. Monsieur Charest, est-ce que je pourrais prendre une photo officielle avec vous? Oui, avec plaisir. Ça. J'espère que ma collaboratrice, qui est Chris, get beside him with the torch. je lui ai donné le titre pour la journée. Parfait. Parfait. Ça va pas Là, vous regardez ici, s'il vous plaît. OK. Merci. Ça, c'est des photos officielles qui vont nous être. Oui. Monsieur Charest, je suis tellement content de prendre une photo avec vous. Savez-vous? Can I get one, Chris, just you in the premiere? Dans le Gallagher, il faut peser très fort. Sur le bouton, normalement, le garder le doigt, tu vois que ça marche. C'est bon? C'est bon. Si il voit une irlandaise. Chris, can I get one with you in the premiere together? Je vais vous dire de quoi. Moi, quand j'étais couché dans mon lit d'hôpital à l'hôpital Laval, j'ai choisi sur Internet mon cœur mécanique. Don't sit. C'est une histoire, ça, que j'ai toujours rêvé de vous la raconter. Je prends 5 minutes de votre temps, je sais que vous êtes... Ça m'intéresse. Dr. Doyle vient de voir, il s'est donné du maladie générale. Hang on, one picture here. Push him out of the way. Hang on, one picture here. Push him out of the way. Push him out of the way. À ce moment-là, vous étiez en chambre. Ouais. Puis vous avez pris le temps de parler de mon cas à moi, en disant, écoutez les gars, vous n'allez pas laisser quelqu'un, un père de 3 enfants à l'hôpital avant, sans appareil d'assistance ventriculaire, sans possibilité pour qu'il retourne dans un vie. Ça, je voulais vous dire que c'était apprécié beaucoup. C'est bien plaisir. Tu es un bon médecin. Can I get just a picture of you and Chris together? Ah oui? Come on. Je pense que vous êtes en attente de la conférence de presse. Tiens, you want a picture with Oh, yeah, thanks. Excusez. Non. One more close. Les photos, c'est bon. You're going to really be ready to run for office after all of this. Yeah, I'm good. Thank you so much. And there was a famous member of Parliament called Stanley Knowles. You know his story? Stanley was a member of the NDP, and he stayed on in the House actually after he left the office. He ran, I think, from Saskatchewan. He retired in 1984. He was a great member of Parliament, an NDP. Monsieur Charest. Ça fait bien plaisir. Merci mille fois. Vous êtes votre histoire. Ouais. Quand je pense à vous, quand je me couche le soir, je pense j'ai reçu les jeunes à dîner. Oui. Je l'ai réécrit, j'ai dit c'est à ton tour de me recevoir. C'est super ça. Ça fait bien plaisir. 50 bucks. 50 bucks. 50 bucks. OK, parfait. Vas-y, là. 15 ans. Des montres d'un courage énorme.
C'est un jeune homme qui est en attente d'une transplantation du foie. Alors, si on prend tout ça ensemble, le fait de son jeune âge, le fait qu'il est dans justement une situation où il est en attente d'une greffe, on voit le double courage de partir et jusqu'à date, on m'a informé qu'il a voyagé au-delà de 2900 km. Ça, c'est quelque chose que même moi, transplanté, je ne suis pas capable de faire. Alors, sans tout tarder, Kristopher va vous adresser en anglais ses préoccupations. Je pense qu'il y a une mission. Il dit quelques mots de français, mais après la transplantation, il va devenir bilingue. Right? So, Kristopher, you can tell your story in your own words. The reporters will certainly understand you, and good luck. Hi, my name is Kristopher Knowles. I'm 14 years old, and I've been waiting for a liver my whole life. I've been waiting 14 years. I've had over 20 operations to save my life, and about 4 years ago, my road manager, George Marcello, walked across Canada to raise awareness for organ and tissue donation. And I was at the Liver Foundation at the time, and I got to meet him. And he was talking about organ and tissue donation, and then he inspired me because I wanted to do a walk, the same thing he did, and he inspired me. So about 2 years ago, I asked him if I could do a walk across Canada to do the same thing, and sure enough, he said yes. And today is 310 of our 353-day campaign. And Thank you, Kristopher. Kristopher was one of the most amazing human beings I've ever met. 4 years ago, as he stated, I met a young boy that seemed like your average normal boy. And it wasn't until the end of the day that he lifted up his shirt and showed me all the scars on his stomach and told me that he was on the waiting list all his life for a liver transplant. And I thought I just met the most amazing boy ever. Kristopher expressed a wish to me that he wanted one day to walk across Canada, and his wish was to help save the 4,000 other Canadians that are on this waiting list. And after a couple of years of making sure that this could get done, we had to make sure that the school was going to be okay with it, his medical doctors were going to be okay with it, his family. Basically, I found out that the whole community was behind Kristopher. On January 8th, 2004, Kristophers Wish was kicked off from his hometown, Sarnia, and we started walking from Sarnia to Vancouver. And we completed the western leg. Recently, we began the eastern leg of the walk in St. John's, Newfoundland, and we're making our way back to Toronto. And Montreal is going to be our official last stop on November 26th. When we enter Ontario, we're calling that part of our campaign the homecoming. Kristopher's wish is to help save nearly 4,000 Canadians that find themselves on this waiting list that need all organ transplants. Kristopher's wish is to help also lobby the government, 3 levels of government, so that we can make the best improvements possible in our country. Sadly, Canada ranks as one of the lowest organ donating country in the world, although we do have some of the top medical doctors and have developed some of the most outstanding research developments towards organ donations. We still have the lowest organ donations. And what we are offering as a suggestion is to possibly develop the system that Spain is presently using, and it's called the opt-out system, where a registry would be created and Canadians would get the chance to opt out. We're trying to inspire the provincial governments as well, so that maybe one day this could be debated, and maybe Quebec one day could have itself a Quebec registry list. And we know that in a system such as this, that we would have a great potential to save much more people that are on the waiting list. And it is under
that wish that Kristopher's hoping that this develops, and we've had a tremendous impact along the way. Merci, thank you, M. Chabot. Est-ce qu'il y a des questions adressées à notre ami Kristopher? Kristopher, I mean, you are waiting for a liver transplant. You've walked more than 2,900 kilometers. What has it been like? Has it been difficult? It's getting cold out also. Yeah. Actually, it's been really fun. It's been a big experience for me. I've never thought of walking across Canada in my life until I met George Marcello. And so far, we've had only one sick day, and I was in Vancouver at the end of our walk. I got a little bit of the flu. But other than that, I felt better than I was at home. How much money have you raised at this point? Well, we're not really raising money. We are raising money to get through the walk, to pay for our gas and supplies that we need. Like, we have a film director, Merle Roberts, who needs tapes, so we buy those, the money that we raise. As well as we are selling these flags. We didn't bring them up here, but we're selling these flags for $10 to help us. But it's mostly awareness, or it's mostly to bring aware of organ and tissue donation. And I'm encouraging everybody to sign the organ donor cards, as well as let their family know about their wishes. What sort of a response have you had from the different levels of government? We've got a very good response. I've been to every legislature's building so far, and we've got a response pretty much from everybody. And mostly the community, because in our things we are hitting the schools and the kids. They'll be the one that'll be going home talking to their family. And at the starting of this, I wanted to hit the schools, because they're the ones who are going to be getting their driver's license and be signing those cards. So they'll be the ones to talk to. Just to correctly answer that question, Kristophers Wish has generated 700 media stories. He's visited 200 schools, where he has directly reached close to 500,000 students thus far. He's visited 175 communities. Basically, when he enters a community, the whole community knows about Kristopher's survival, and the awareness and information about organ and tissue donation gets that much more heightened in each one of these communities. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres Monsieur questions? Cousineau, où en êtes-vous avec votre propre... Mon propre projet de loi est à l'étude présentement au comité de législation et ça sera bientôt, on me dit que l'étude va être terminée et ça devrait être positif. Mr. Cousineau, can you tell us in English about your bill? Well, the bill basically, what the bill will do positive. Mr. Cousineau, can you tell us in English about your bill? Well, the bill basically, what the bill will do is that when a Quebecer will have to renew his Medicare card, there will be on the form a space whereby he will decide at that time whether or not he's a donor, so that he will have the time, because usually you take more time filling out a form when you renew something than when you receive a little in the mail, when you do receive your any kind of card, your credit card and all the other stuff that comes along with it. People don't pay any attention to that. So the idea is to make sure that there's 1.5 million Quebecers each year, because they renew, our renewal rate is 1.5 million a year, so that they will go through the thought and the gesture. The bill provides that if the individual has indicated that he consents, the card will then contain an embossed symbol, letter or number, that will indicate to the hospitals that there has been a signature to that effect. And at the same time, it will contain a sticker. And if that sticker is removed by the individual at any particular time, it means that for whatever reason, and I do respect the wills of the individual, that if a person does change his or her mind, he can therefore remove that consent. It's in French we've been calling it un consentement éclairé, which I think is extremely important, and it will eliminate an awful lot of problems
in terms of transferring of information from the individual to the hospital by going through with that bill. Monsieur Cousineau, peut-être en français, donc, ce double consentement-là, vous pensez que ça va faire augmenter le nombre de donneurs? Je pense par le fait que la personne aura à se prononcer au moment où il renouvelle sa carte de membre, sa carte d'assurance maladie. C'est très différent de recevoir avec une carte, présentement avec la carte de santé, de recevoir de la publicité pour le don d'organes. On a une tendance aujourd'hui, on en reçoit tellement de ces choses-là, de ne pas y porter beaucoup d'attention. Alors le fait que c'est fait au début, lorsque la personne fait sa demande, par la suite, une fois cette demande est traitée, la carte de santé aurait sur elle-même un sigle en relief pour que justement, vous savez que je suis un organisateur, hein, c'est bien important de s'assurer que les choses fonctionnent. Et alors en ayant un sigle en relief sur la carte, lorsque votre carte santé passe à l'hôpital avec ce qu'on appelle communément le clic-clic, n'est-ce pas, votre volonté qui a été exprimée, qui apparaît sur la carte, automatiquement est transférée au niveau des dossiers de l'hôpital. En plus, pour s'assurer qu'il y a un respect de l'individu au niveau de son choix vraiment éclairé, il y aurait un autre collant qui serait affiché sur la carte. Et à ce moment-là, si pour n'importe quelle raison, parce que je crois beaucoup à la liberté individuelle, la liberté de la personne, de vraiment pouvoir faire le choix et de décider ou changer d'idée à n'importe quel moment, à ce moment-là, il y aura seulement qu'à décoller l'autocollant et ça veut dire que le consentement a été retiré. Non, mais vous pensez que vous allez augmenter le nombre de donneurs? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que le fait qu'il y aurait 1 500 000 personnes qui vont être obligées de lire cette section-là, parce qu'ils vont remplir le formulaire, puis, alors il va y avoir une section qui va toucher justement le don d'organes, où il va y avoir 3 questions. Question numéro 1, je consens, l'habituel au don d'organes, je ne consens pas, ou je ne suis pas prête à prendre cette décision. Je pense que ça va faire réfléchir au moins 1 500 000 personnes par année au Québec. Si je comprends bien, les données à Transplant Québec indiquent qu'il y a de la difficulté à trouver des gens susceptibles de recevoir une greffe. On dit qu'il y a 900 personnes en attente, puis il y en a eu seulement à peu près 500 qui ont bénéficié d'une transplantation. Oui, le problème, c'est justement au niveau du nombre de donneurs potentiels que malheureusement ne fonctionne pas de façon dont il devrait fonctionner. Vous avez la question que je me suis posée depuis des années. Comment se fait-il que dans certains hôpitaux à travers la province, on reçoit d'un hôpital 10, 12, 15 donneurs et dans d'autres hôpitaux, 0? Alors, si on prend tous les hôpitaux que nous avons au Québec, et particulièrement aujourd'hui, où le fait de l'âge de la personne n'est plus un facteur. Vous savez, il y a 15 ans, on pensait que pour être un donneur potentiel, il fallait mourir d'un accident de motocyclette quelque part, puis avoir un jeune de 16, un corps d'un jeune homme. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La science est avancée au point où c'est que nos transplanteurs nous disent, indépendamment de l'âge, Dr. Doyle, ce matin, nous disait qu'il avait été chercher un foie dans une personne de 80 ans là, pour le transplanter. Si le foie est en bonne santé, il est en bonne santé. Point. Alors, il faut toucher beaucoup de gens, il y a certainement de l'éducation, et je crois que par le fait qu'une personne aura à se prononcer au moment où il fait sa demande, on touche 1 500 000 personnes par année. Je crois que ces personnes-là vont être beaucoup plus sensibilisées que le fait de recevoir présentement avec leur carte d'assurance maladie, un petit feuillet qui dit, bon, si vous voulez faire l'organe, signer l'autocollant puis vous mettez à l'envoi.
le problème c'est au niveau des donneurs, c'est au niveau aussi de l'organisation. Vous savez que le Dr Couillard a présenté un plan d'organisation, surtout la question de l'organisation des dons d'organes, disponibilité des salles d'opération, puis ainsi de suite. Il y a beaucoup de... Parce que vous pouvez avoir des patients qui sont des donneurs potentiels, mais à cause du fait que dans certains hôpitaux, l'organisation n'est pas en place à 100%, c'est que là, le donneur peut ne plus être donneur, dans le sens 3-4 heures par après, parce qu'il dégénère. Alors, le plan Couillard qu'il a présenté l'année dernière est un excellent plan en ce qui me concerne. Et du côté du consentement qu'on va aller chercher avec la loi, moi je crois que le Québec, qui est à la tête du peloton en ce qui concerne le nombre de donneurs au Canada, le Québec est à la tête, mais même si on est à 19-20%, moi je pense que, en tout cas en ce qui me concerne, je n'arrêterai pas ma cause avant d'arriver à 40%. Can I ask Kristopher if his life is threatened by the fact that he has not renewed the liver? Yeah. The past 5 years, they've taken away pretty much everything that I can do. They took away my sports because if I get hit the wrong way, I could die. So they took away my sports, and they said, the doctor said that I'm better on the road than being at home, playing with my brother, playing sports, like I just said. And so they've pretty much taken everything away from me because of that. He has undergone 20 operations in the past 14 years to keep alive, and some of these operations were life-saving operations and innovative operations. He is being banded right now, 49 bands. He's probably the most banded human being in North America. He's got an incredible will to survive. That is why he is here today. That's why he's not dead. And even the doctors are amazed. He's been called a miracle many times in his 14 years. And that's why we feel with Kristopher's campaign that a lot of hearts and minds and eyes and meaningful discussions will arise about, bringing about a better system here in Canada. Kristopher and many other infants like himself do not need to die because there's enough organs to go around for everybody. Is there any estimate how much longer Kristopher might have to wait? It's hard to say. His tenacity to survive is so strong, and that's what keeps him going. If he didn't have this tenacity, he would be dead. Like, if you looked at to survive is so strong, and that's what keeps him going. If he didn't have this tenacity, he would be dead. Like, if you looked at him from a medical point of view, he should not be alive. He's got an incredible spirit inside. He will not let the disease win. And when I met him the first time, I basically dropped everything in my life to get behind him on this campaign because I knew he was going to have an impact on the whole country, and he is. Yeah, and he has been. And we feel that through Kristopher's campaign that we are going to get some changes, and the potential to save everybody on that waiting list will become a priority. I understand you also walked across Canada. What inspired you to do that? Well, basically, when I received my transplant in '95, I had 2 days left to live. I received a liver transplant, and there was hours left in my life. I was fortunate enough to have gotten that call and received that liver. I was out of the hospital in a week, and when I was going back for my outpatient visits, I would meet with about 40 or 50 patients that were waiting for organ transplants, and I would talk to them. And the sad part was that I knew half of them were going to die. And I knew maybe one or two would be the last time I'd be talking to them that week. And what left me after I leave the hospital with the feeling that why is this happening in Canada? Why are so many organs going to waste when people do want to donate them? Why is this happening? And something had to be changed, and something had to be done. And that's why I walked across Canada. I just became obsessed
with this idea, and that was about 7 years ago, and then I met Kristopher, and from coast to coast, we are meeting Canadians that agree with this, you know, that agree that we should make these changes. And I have not met one person that has anything against organ and tissue donation. So then why aren't we at the top when it comes to organ donation? Presently, our system that's in place is preventing from that to happen. It's a prehistoric system. We need to update it and improve it. And that's what Kristophers Wish is all about. He's ringing the bell. Can I ask? Merci. Can I ask you, Kristopher, where do you find this energy? I don't know, I can't tell you. But what's getting me through this walk is all the people that I meet and all the people that have received organs or family members that have passed away and donating their daughter or son or brother's organs, and that's what keeps me going. I met this one family in North Bay. The one day their house was on fire, so the family's house was on fire. So they sent a babysitter with their 2 kids, 10 and 7, to the beach. And the youngest one, 7-year-old, drowned as well when their house was on fire. So he donated his organs. He saved 8 people's lives because of that. And because of that issue, that's what's keeping us going. That's what's making us get through day by day. And stuff like that, stories like that make us keep on going. Avant de passer à Kristopher, dernière parole, je veux souligner qu'à ma gauche, vous avez quelqu'un que certainement que vous avez connu, M. René Chabot, qui était un des premiers au Québec à avoir, pendant une période d'1 an, un cœur totalement artificiel. Alors, je suis sûr que vous avez l'opportunité, par rapport à vous poser quelques questions, mais puisque Kristopher a un agenda extrêmement chargé aujourd'hui. En passant, on lui fait faire une visite du Parlement, mais c'est une visite qui est rarement faite, c'est des endroits insolites du Parlement. Alors, c'est là qu'il voudrait l'accompagner. Je pense que vous allez trouver ça beaucoup plus intéressant. Alors, pour le mot de la fin de cette conférence, Kristopher, je veux dire... Merci de votre encouragement. Je l'ai apporté avec moi. Hey, salut, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Ben oui. Tu vois, c'est quoi? En quoi ça ressemble? J'ai apporté mon cœur. Ça, c'est la machine qui est mon ami qui m'a tenu en vie pendant... qui m'a accompagné pendant un instant de ma vie. C'était à l'intérieur. All those pictures. We're going to Oh, we're going to see you again? You're going to see me again. You're going to see my office. You're going to have lunch together. Oh, yeah. No, it's because I have to preside right now. Okay? Yeah. Good job. Un peu de bonne place. Mais ça va bien? Oui, ça va très bien. J'ai recommencé depuis longtemps à faire de l'exercice. You don't know, but I'm taping you right now. Give me the look. Pose, man, pose. Pose, Mo. Pose, Mo. Come on, Mo, pose. Oh yeah, there we go, man. Woo! Sexy daddy. Merle, wait, come back here. Come back here.
go. Rawr. That for a moment is irrelevant. The fact that you have, and you said it so well, that with the young generation is extremely important. That a youngster does speak to people of his own age, and you know, having had youngsters, I mean, I'm not a young man. I mean, I have a young heart, but the body doesn't necessarily follow. You know, when my children would come home with something that had impressed them, it also impressed us and had an influence on us. So, for all that work, I'd like to give to you a souvenir, and it's the Medal of the National Assembly of Quebec. Okay. And it is inscribed. It's small. Okay. Your name's there. Okay. Look at that. Okay. And this is basically the official medal of the National Assembly of Quebec. This is Jean-Antoine Panet, who was the first speaker of the House in Quebec. And this is the, you can tell everybody that you were up there. Yep. And probably down there too. Yeah. So this you can, hope you can treasure, and whenever you look at it, you think that of us, that we're behind you, and I want to congratulate you for all the work that you do. Turn around, can I get a picture? Vous voulez tourner vers moi, la médaille, c'est ça? Le lever un petit peu plus. Levez les craintes, oui. Afin que ce soit plus condensé. OK. Parfait. Une autre. Puis on va peut-être. Vous allez vous tourner de l'autre côté. Je vais prendre. Non, tout en reste. Oui, oui. Oui. Maintenant, M. Cousineau, tout en reste ici. Ah ouais? Comme ça, oui. À part le décorum du bureau. OK. OK, je nomme. OK, parfait. Encore un petit peu en. OK, comme ça. Parfait. OK. Oui, Frédéric. Salut, c'est Catherine. Bougez pas. Oui. Très beau, une autre. OK. Un beau sourire. OK. Encore? Est-ce que tu veux que je... Merci beaucoup. Merci. Thank you. One more, just to... Just one more. Yeah, sorry. That's okay. That's okay. Beauty. Faut peut-être en faire une autre. Avancez-vous un peu plus. Bon, comme ça. OK. Parfait. OK. Très bien. Je vais mettre un petit peu plus d'intensité. On y va. OK. Merci. Very good. Okay. So, Très bon. okay. That's what I look like, as a matter of fact, just before my transplant. Okay. I was a few pounds lighter. I used to be a few pounds lighter too. I used to be a few pounds lighter too. And that was taken, I'll have to ask my secretary, I think it was taken about 2 months before my transplant. Holy. You definitely didn't look sick or anything. No, but everybody was, no, I developed a little bit. Is that being with, which was a pretty demanding job, I would come in the morning, I would come in about 7:30 or so. Then around 10 o'clock, I would get the dinner. Okay, so after 20 minutes, I would walk out, get refreshed. I'd do the same thing in the afternoon, same thing in the evening. Everybody was surprised. Well, first of all, nobody knew that I was waiting for a transplant.
pas aller dessus. Ça nous grossit les fois. Il est bon, lui, par exemple. Oui, il est bon pour ça. Hello. Moi aussi, mon cellulaire sans problème. Je pensais que c'était mieux. So what's your next